Et la dernière communication donc sera présentée par Ségolène Arzalier elle-même sur la campagne Impatient, une équipe. Ségolène, vous avez la parole. Merci beaucoup. Voilà, donc comme je me suis présentée tout à l'heure, Dr Ségolène Arzalier, je suis anesthésiste réanimatrice à Caen. Et pourquoi je vais vous parler de cette campagne, que j'étais présidente de la commission SMART que je vais présenter tout à l'heure, de 2017 à 2020, et je fais partie donc du comité vie professionnelle santé au travail de la SFAR. Alors la commission SMART, c'est pour la commission santé du médecin anesthésiste réanimateur au travail, a été créée en 2009 par le Collège français des anesthésistes réanimateurs suite à 3 suicides consécutifs en moins de 15 jours dans l'est de la France. Donc là j'ai une pensée émue pour votre confrère, notre confrère, qui s'est suicidé à Poitiers. Elle a été présidée par le docteur Max-André Dopia jusqu'en 2017. Et l'objectif de cette commission était de répondre à 4 questions. C'est-à-dire, la profession était-elle mûre pour engager une réflexion sur cette faillibilité de l'être humain, sur ce qui peut être l'impact de nos conditions d'exercice sur nous-mêmes et sur nos patients? Quelle aide proposer aux praticiens en difficulté et comment? Nous avons mis en place des autotests d'évaluation sur le burn-out notamment, sur le stress au travail, sur le stress post-traumatique, etc. Et quelle information et quel suivi médical. Et là aussi, nous avons fait une campagne intitulée « Dis doc, t'as ton doc » pour inciter les médecins à avoir un médecin traitant et pas être leur propre médecin et ne pas s'autoprescrire de médicaments. En tout cas, pas d'anxiolytiques ou d'antidépresseurs. Alors, Max-André Dopia a participé donc à une enquête sur l'épuisement professionnel et qui a comparé le burn-out chez les praticiens dans les hôpitaux publics. Et donc, il s'est avéré que finalement, les anesthésistes n'étaient pas plus touchés que les autres, c'était autour de 40%. Et cette enquête a révélé donc des facteurs de risque de burn-out chez les anesthésistes réanimateurs qui étaient, outre la charge de travail, et bien surtout autour de l'équipe, donc la faible qualité de travail d'équipe et les relations tendues dans l'équipe qui multipliaient par 2 le risque de burn-out. Et en fait, finalement, les conflits, effectivement, c'est un déterminant du burn-out, c'est une cause du burn-out parmi toutes les autres causes que l'on verra et que l'on connaît aussi. Mais aussi, lorsqu'on est en burn-out, eh bien, la conséquence du burn-out, ce sont aussi les conflits, parce qu'on est plus irritable, on n'accepte pas une émotion nouvelle sans eh bien, avoir un débordement émotionnel, et ça crée des tensions aussi dans l'équipe. Voilà, donc vraiment, les conflits, c'est cause et conséquence de la souffrance au travail. Alors, il y a une méta-analyse qui est sortie en 2016 qui a essayé de trouver des solutions pour réduire le burn-out. Et bien, là encore, à part donc, les changements structurels et organisationnels que l'on a vus, eh bien, le reste tourne autour du travail d'équipe. La communication, la cohésion, le fait de pouvoir participer à l'élaboration de son travail de manière collective, donc avoir une certaine autonomie sur son travail, sur la façon dont on travaille, et avoir des espaces et des temps de discussion, on en revient toujours là, et l'importance aussi du leadership. Alors peut-être certains d'entre vous ont-ils vu le film Burning Out de Jérôme Lemaire qui a été tourné à l'hôpital Saint-Louis. Ce film traite du burn-out. Et bien dans ce film, il y a il y a plusieurs situations de conflit qui impliquent notamment un chirurgien avec l'équipe d'anesthésie. Et ce qui est très intéressant dans ce film, c'est qu'au fur et à mesure, finalement, on se rend compte que ce chirurgien qu'on a envie un petit peu de juger négativement, en fait, on se rend compte qu'il est en souffrance et qu'il a perdu le sens de son travail, qu'il n'a plus d'autonomie dans son travail, qu'il a une pression d'administration et qu'il n'est pas en adéquation avec ses propres valeurs, notamment d'enseignement, qu'il ne peut plus faire, qu'il n'a plus le temps de faire. Alors toujours une étude canadienne qui montre comment gérer un comportement perturbateur auprès donc, de l'individu responsable. Donc il propose là une prise en charge pyramidale qui va d'une intervention informelle autour d'un café jusqu'au niveau le plus haut qui, en cas de personnage récalcitrant, sur une intervention disciplinaire. Alors ça, c'est pas vraiment le sujet parce que en fait, ça ne considère que ça ne correspond qu'à 10% des professionnels de santé. En fait, dans 90%
90% des cas, les professionnels présentent un comportement adapté et respectueux. Et en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans les 30% de personnes qui sont acteurs de menaces, de violences verbales, eh bien, il n'y a pas que des psychopathes, il n'y a pas des problèmes de personnalité. Et c'est heureux parce que c'est accessible à une marge de progression. Alors, quelles sont les causes favorisant l'émergence des comportements perturbateurs ? Elles sont organisationnelles, donc on en revient aussi, la pression de production, l'intensification du travail, des problèmes de management, de leadership, des problèmes aussi d'efficacité administrative ou de lourdeur administrative et les conditions de travail, des organisations trop rigides pour faire face aux imprévus, un manque de moyens pour faire correctement son travail ou un manque d'autonomie dans son travail, parce qu'on n'a pas de marge de manœuvre. Lié à l'individu, le trait de personnalité, alors on verra que la façon aussi dont on répond à un comportement perturbateur, un comportement hostile, ça va impacter aussi les conséquences. Les conditions psychologiques, le stress quand on est en garde, ou l'état physiologique transitoire aussi, la fatigue, la faim. Et puis les perceptions interpersonnelles, la perception des différents statuts, et on voit qu'ils se multiplient aussi à l'hôpital public. Alors non seulement il y a les statuts paramédicaux, médicaux, mais aussi à l'intérieur des statuts médicaux, il y a professeur, interne, donc il y a hiérarchie aussi, mais il y a aussi des praticiens cliniciens, des praticiens hospitaliers, des FFI, étrangers, etc. Et ça aussi, ça peut participer. Et les déclencheurs situationnels qui vont faire que la goutte d'eau va déborder. Alors, quelles sont les conséquences de ces comportements perturbateurs ? Eh bien, en fait, ils vont être conditionnés par la façon dont on va répondre aussi. C'est-à-dire, ça va être conditionné de façon positive ou négative. Ça va conditionner les conséquences sur le patient, par une rupture de la communication et du travail d'équipe, on l'a vu, par la prise de décision. C'est-à-dire que si, par exemple, moi, je me fais crier dessus, eh bien, si je suis plutôt passive, je vais dire, ok, et je vais m'exécuter. En tout cas, je vais, par exemple, recurariser le patient si le chirurgien me demande, en me criant dessus, de recurariser sans forcément avoir évalué le patient. Ou si je suis plutôt passive-agressive, je vais dire oui, je te refais du curare, et puis en fait je ne refais pas. Ou je vais l'énerver, ou je remets non. Voilà. Ou je peux être aussi agressive et rentrer en conflit et monter le ton aussi. Voilà. En tout cas, dans tous les cas, ça va altérer la prise de décision. Je ne vais pas prendre de décision pour le patient, mais en réaction. Et puis donc ça altère la performance clinique, on va le voir. C'est une conséquence sur les soignants, ça induit de la souffrance, et aussi sur les étudiants qui reproduisent le modèle. Ça influence leur choix futur de leur spécialité, ça crée de la souffrance. Et dans tous les cas, c'est un coût pour l'institution et la société. C'est pourvoyeur d'événements indésirables, ça crée de l'absentéisme, ça nuit à l'image de la spécialité, c'est pourvoyeur de plaintes aussi. Alors une étude sur la conséquence sur les patients, donc c'est une étude qui montre que le comportement de l'équipe au bloc opératoire est plus prédictif de la mortalité et de la morbidité du patient que le score de stratification du risque anesthésique ASA du patient. En fait, en gros, il vaut mieux être, très schématiquement, ASA 3 avec une équipe qui s'entend bien qu'ASA 1 avec une équipe qui se bouffe le nez. La communication, on en revient aussi, donc elle est impliquée, comme a dit Pierre tout à l'heure, dans 62% des événements indésirables graves. Ce sont des problèmes liés à l'intimidation, échec de fonctionnement d'équipe. Il y a aussi, c'est confirmé aussi en France par l'analyse de la base REX de l'HAS, de la base d'accréditation des médecins, qui montre aussi que le travail d'équipe est la principale cause donc, des événements indésirables graves, et notamment des relations interprofessionnelles. Et au bloc opératoire, eh bien, 30% des communications seraient défectueuses. Alors une autre conséquence qu'on doit évoquer, c'est sur les soignants et la souffrance des soignants. Lorsque l'on a un conflit et un climat délétère au bloc opératoire, ça crée de la souffrance. Pourquoi ? Eh bien, c'est la notion de reconnaissance au travail. Qu'est-ce que la reconnaissance ? La reconnaissance, finalement, c'est ce qui va faire qu'on va accepter beaucoup de contraintes au bloc opératoire ou dans notre métier. On a un métier à contraintes, et bien si on a la reconnaissance en regard, on va accepter ces contraintes. Qu'est-ce que c'est la reconnaissance ? Eh bien, c'est par exemple la reconnaissance par la société. On a un travail qui est très utile. Alors on l'a vu dans le Covid, vraiment les soignants, ils étaient mis sur un piédestal. Voilà, on est utile à la société.
l'institution, par les moyens qu'elle met en place pour nous faciliter notre travail. Ça peut être aussi de manière indirecte le salaire. Et puis la reconnaissance directe par les patients qui vous disent merci, qui vous offrent des fois 2 bouteilles de champagne. Voilà. Donc nous, en général, on ne voit pas trop la couleur, enfin, on n'a pas cette reconnaissance du patient. Voilà, ils ont plutôt peur de l'anesthésie. Et puis on ne les voit pas en post-opératoire. Et une autre reconnaissance qui est très importante, c'est la reconnaissance par les pairs. C'est même la reconnaissance la plus importante. C'est par ceux qui connaissent les contraintes du métier, l'intimité du métier, et c'est le jugement de beauté sur le respect des règles de l'art porté par la communauté de travail, de manière formelle ou informelle. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait, on va dire un chirurgien qui a fait une belle intervention, on va dire un anesthésiste qui a fait une belle intubation quand c'était difficile. Et ça, c'est très valorisant, et ça juge la qualité du travail. Voilà, c'est ce sentiment de travail bien fait, ça conditionne la santé physique et mentale et ça donne du sens donné au travail. Alors Christophe Dejour, qui est un psychiatre connu en psychodynamique du travail, explique que c'est l'armature de la santé mentale et que finalement la reconnaissance au travail, c'est l'amour donné à l'enfant. Voilà, pour l'adulte, c'est la même chose que l'amour donné à l'enfant. Alors, qu'est-ce que les conflits, en fait, ça dégrade le sentiment de reconnaissance en niant la dignité de la personne et la qualité de son travail. Et ça c'est pourvoyeur de souffrance, parce que la reconnaissance, c'est une barrière contre les troubles psychosociaux. Alors, pour lutter contre ça, donc, nous avons décidé en 2019 de réaliser une campagne intitulée Un patient, une équipe, donc en partenariat avec l'Académie de chirurgie. Qui donc a vu le jour au mois de mars 2019 et qui est composé donc d'un visuel que vous voyez ici où on reprend les chiffres de l'enquête que nous avons trouvés. Donc 9 soignants sur 10 ont vécu une situation de conflit et affirment que ça impacte la qualité des soins, et nous proposons donc des outils pour prévenir, résoudre les conflits et améliorer la cohésion d'équipe. Donc tous les outils sont disponibles sur ce site. Alors nous avons plus de 40 partenaires, et notamment donc, des partenaires donc l'Académie de chirurgie, la SFAR, mais aussi des partenaires institutionnels, la FHF, la FHP, l'HAS, le ministère aussi, la Sofracims pour la simulation. Et tout ça, c'est pour pouvoir vraiment que cette campagne puisse aller sur le terrain et avoir l'appui aussi des administratifs. Alors elle se compose de plusieurs phases. Donc il y a des outils pour la prévention. Je vais vous en présenter, on a vu le visuel, je vais vous présenter la charte ici pour prévenir les conflits. Aussi des outils de gestion immédiate, comment je réagis face à un conflit, et aussi à froid, comment analyser un conflit pour ensuite améliorer l'organisation et aussi trouver un prétexte pour pouvoir se réunir en équipe et élaborer collectivement son travail entre spécialités différentes pour éviter que ça se reproduise. Alors voici une charte, je me dépêche, du savoir-être au bloc opératoire, à laquelle a activement participé l'Académie de chirurgie, donc, où on s'engage à adopter un comportement respectueux, un ton calme, etc., où on s'engage à organiser son travail avec ses partenaires, on a aussi un outil pour ça, et en cas de difficulté, on s'engage à l'exprimer dans le calme. Par contre, si jamais on ne s'exprime pas dans le calme, eh bien l'équipe, on s'engage collectivement à exclure le professionnel auteur du débordement le temps que son état émotionnel soit compatible avec des soins sécuritaires. Voilà. Et en cas de manquement à cette charte aussi, on s'engage à réfléchir en équipe à ce qui a pu conduire à ce débordement émotionnel de manière un petit peu systémique, sans se focaliser sur le professionnel, mais sur tout ce qu'il y a autour qui a produit ce débordement. Alors comment réagir face à un comportement hostile ? Là c'est quand on est un peu victime, comment faire justement pour apaiser les tensions. C'est basé sur la communication non violente. En gros c'est surtout adopter soit un ton calme, savoir attendre que l'émotion redescende chez l'autre, communiquer sur une intention positive en disant oui je vois que tu es embêté, tu as raison, je vois que tu vois pas bien par exemple pour des curares. Écouter attentivement sans juger, donc même si on n'est pas d'accord, reformuler pour dire ah, c'est bien ça, je comprends, donc tu es gêné parce que tu ne vois pas bien au niveau de ta célioscopie, tu voudrais que je recurarise, j'ai bien compris, et dans ces cas-là ça fait un consensus et commencer à discuter, dire oui mais tu vois moi par exemple, eh bien mon curamètre me dit que j'ai 0, je viens de réinjecter il y a 10 minutes, ça fait beaucoup de curares, etc. Mais c'est pour amener à la discussion. Alors tout ça, bien sûr, il faut s'entraîner parce que c'est pas inné. Il
faut bien sûr éviter les 3 attitudes contre-productives, notamment celles que j'ai citées tout à l'heure. Alors, un petit encart sur le speaking up, c'est comment exprimer un désaccord. Est-ce qu'on a le droit d'exprimer un désaccord lorsque notamment il y a un lien hiérarchique quand on est interne médecin, vis-à-vis d'un médecin, d'un senior, ou quand on est infirmière vis-à-vis d'un chirurgien ou d'un médecin. Alors nous, on a des recommandations européennes qui nous disent oui, à partir du moment où on a un doute sur la sécurité du patient, même s'il y a un lien hiérarchique, il faut absolument le dire. Mais il y a une façon de le dire, pour ne pas se prendre un tacle. Donc c'est la méthode DESC en 4 étapes. C'est de décrire les faits ou la situation, ne pas utiliser le tu ou le vous accusateur. Par exemple, si un patient estomac plein, chez qui le senior a dit on va faire un technesthésie classique, l'interne peut dire je vois que le patient il est estomac plein, exprimer une opinion ou un ressenti, j'ai peur qu'il inhale, proposer des solutions et formuler une demande claire. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de faire une induction séquence rapide? Qu'en penses-tu? Et donc identifier les conséquences positives pour mettre en avantage des solutions comme ça. En cas d'inhalation quand même, on sera couvert, on a respecté les recommandations. Voilà. Alors, les 2 outils restants que je vais vous présenter, donc c'est un outil pour la réunion d'équipes d'analyse des conflits au travail, une fiche React, qui est basée sur, là ça c'est juste la première page, il y a 3 derrière, qui sont téléchargeables sur le site. Donc c'est une fiche d'analyse des conflits au travail, c'est basé comme une RMM, sauf que l'événement indésirable c'est le conflit. Et donc on va screener, il y a toute une liste de facteurs déclenchants, de facteurs favorisants qu'on va juste screener pour après mettre en place en équipe des mesures correctrices pour améliorer l'organisation de travail. Ça peut être par exemple du matériel défectueux ou ça peut être n'importe quoi d'autre. Ça peut être des problèmes de compétences aussi, mais on va identifier et se réunir et parler de son travail en équipe. Voilà. Et puis il y a aussi la solution pour la sécurité du patient. Donc il y a un outil élaboré qui est sur le site de l'HAS. Qui permet en fait, qui identifie 15 étapes critiques chronologiques sur les dysfonctionnements les plus fréquents et qui invite à se poser et à formaliser du qui fait quoi. Qui est du rôle du chirurgien, qui est du rôle de l'anesthésiste, mais localement et en équipe et que ça fasse consensus localement. Voilà. Et ça, nous, on devait le proposer en DPC à la SFAR cette année, bon ça a été annulé, mais ça peut faire l'objet d'une évaluation des pratiques professionnelles. Et ça permet aussi de se réunir et d'avoir un temps collectif d'élaboration de son travail et que ça soit clair. Voilà, donc en conclusion, je nous invite nous tous à réfléchir sur les déterminants des situations conflictuelles lorsqu'elles surviennent et de ne pas juste se focaliser sur la personne, d'avoir des temps et de prendre des temps et des espaces de discussion collective sur le travail au quotidien de manière formelle et informelle, de promouvoir l'écoute et la communication bienveillante et aussi de s'entraîner. Alors en simulation, on a aussi élaboré des scénarios de simulation avec la Sofrasim sur les conflits et aussi dans la réalité parce que le speaking up par exemple, non plus c'est pas inné. Et accepter aussi qu'on nous remette soi-même en question. Voilà. Donc je vous remercie de votre écoute attentive et je vous invite à aller sur le site de la SFAR pour prendre connaissance de tous ces outils-là. Merci infiniment Ségolène de nous avoir une nouvelle fois décliné les clés de ce protocole dans lequel, je le rappelle, l'Académie nationale de chirurgie était dans le cas de un patient, une équipe, un partenaire important. Y a-t-il des questions à poser à Ségolène? Albert Claude. Oui, bonjour. Je trouve que votre présentation est très intéressante, mais il me manque peut-être quelque chose qui apparaît de plus en plus dans l'ensemble des structures qui gèrent le travail, pas seulement à l'hôpital, mais les administrations, les grandes entreprises, que le problème de la qualité de vie au travail doit être véritablement structuré et non pas laissé à la bonne volonté de quelques-uns. Il faut qu'il y ait des instances de médiation,
quand il y a du conflit. Il faut peut-être, alors on peut aller plus loin, il y a même des initiatives, vous connaissez sûrement Chief Happiness Officer, des gens qui sont chargés non pas seulement de voir la qualité du travail, mais de voir la qualité de vie de ceux qui travaillent. Et comment on organise le fait qu'ils soient mieux dans leur travail, qu'on détecte effectivement, préventivement, les situations qui annoncent peut-être un conflit ou un mal-être, une souffrance, et que derrière ça, il y a une prise en charge psychologique par la collectivité. Donc c'est tout un problème culturel, d'organisation, et qui nous manque terriblement dans les hôpitaux, évidemment. Oui, alors, vous avez bien dit la qualité du travail, et après vous avez dit qualité du travail. Alors c'était très intéressant, mais parce qu'en fait la qualité de vie au travail, elle dépend surtout de la qualité du travail que l'on peut faire. Quand on fait un travail de qualité, quand on est content de ce qu'on a fait à la fin de la journée, on accepte des contraintes. Et on est content de ce qu'on a fait. C'est très important cette qualité du travail. Malheureusement aujourd'hui, alors je parle pour les anesthésistes, on n'arrive plus à avoir, on est tellement chronométré, on a tellement cette pression de production sous-effectif, etc. On n'a plus le sentiment de faire du travail de qualité. On a des fois l'impression de faire de l'abattage. Et ça, on ne s'y retrouve plus, on n'a plus nos valeurs, et c'est ça aussi qui crée de la souffrance. Et c'est pour ça qu'avant, les générations d'avant, etc. Je vous entends dans ce cas. Si vous souffrez, est-ce qu'il y a une instance à laquelle vous pouvez vous adresser? Est-ce qu'il y a, est-ce que la gestion du système dans l'hôpital vous permet d'être entendu et de ne pas attendre que vous soyez en souffrance grave, chronique, qui va vous conduire au burn-out? Alors non, au suicide, on a vu un certain nombre de collègues qui se suicident. Effectivement. Alors déjà, le collectif joue un rôle très important dans la souffrance au travail, dans les modèles de psychodynamique du travail aussi, le modèle de Karasek par exemple, et on a plus ces temps collectifs. Ça c'est vraiment la chose la plus importante, c'est le collectif. Le collectif de travail, c'est lui qui absorbe, en fait, qui sert d'éponge à cette souffrance. Quand on a un collectif soudé, eh bien, il y a moins de souffrance. Ça, c'est montré. Après, il y a sinon la médecine. Après, il y a la médecine du travail, mais il n'y en a pas partout la médecine du travail. Ils sont aussi en sous-effectif, ils sont aussi surchargés de travail. Mais c'est un réel problème. Et actuellement, il n'y a rien dans les établissements qui permette de prendre en charge cette souffrance. Mais on a parlé de prévention tout à l'heure, et je pense qu'il faut vraiment le mieux, c'est vraiment d'agir sur la qualité du travail, sur l'organisation des soins, sur la pression de production, la financiarisation du système de santé, etc. Ça, je pense, c'est vraiment le mettre mot sur, parce que là on ne se retrouve plus, on perd nos valeurs. Voilà, j'avais une dernière chose dont vous m'aviez parlé sur. Non, j'ai perdu le fil. Happiness Officer, des gens qui se chargent du bien-être des gens. Alors, c'est aussi, alors c'est important de pouvoir détecter. Alors nous, on a saisi, il y a une l'enquête CESMAT dont j'ai parlé tout à l'heure, a montré justement qu'on s'auto-évaluait nous plutôt bien. C'est-à-dire qu'on pensait être en burn-out, on l'était, et quand on pensait ne pas l'être, on ne l'était pas. Et quand on ne savait pas, on l'était dans un cas sur 2. Alors, ça dit, c'est que s'occuper de la souffrance ou la détecter, c'est bien, il faut la prendre en charge, c'est bien, il y a aussi les médecins traitants, mais ça ne suffit pas en fait à régler le problème. Le problème, c'est l'organisation du travail. Et c'est ça, il faut s'attaquer à ça, c'est bien de prendre en charge, mais déjà il faut éviter que ça arrive. Et Laurent Sedel et Richard ensuite. Oui, moi j'ai une petite question, parce que je discutais avec les internes en anesthésie vers la fin de ma carrière, et alors ils souffraient d'une chose, c'est de ne pas faire la visite le soir, de ne pas revoir les malades qu'ils avaient opérés le matin. Ils souffraient de ne pas venir à notre staff chirurgical où on décidait de ce qu'on allait faire aux patients. C'est-à-dire qu'ils souffraient en fait de ne pas faire partie du collectif, parce que c'était ça. C'est-à-dire que sur ces dernières périodes, depuis les années 2005-2010, on a eu l'impression que c'était sous l'égide de la SFAR, je vous rappelle que vous citez tout le temps, qui décidait que les anesthésistes faisaient leur consultation, endormaient les patients de façon d'ailleurs anonyme et ne faisaient pas la visite en salle. Est-ce que vous ne croyez pas que vous ne sciez pas un peu la branche? Alors, je ne suis pas d'accord. Notre spécialité a changé de nom récemment. On est devenu SFAR, médecine périopératoire. Anesthésiste réanimateur, médecin périopératoire, justement pour rappeler qu'on a une place dans les services. Et je pense qu'au contraire, on est plutôt cantonné dans les blocs du fait des sous-effectifs. Et l'activité que l'on a dans les services
n'est pas rentable, elle ne rapporte rien à l'hôpital. Et en fait, je pense plutôt que pour pouvoir maintenir l'activité chirurgicale, eh bien, ça se fait au sacrifice du temps passé dans le service. Et là, il y a une perte de sens aussi pour le médecin anesthésiste qui du coup est cantonné, ne voit qu'un patient au bloc opératoire. On le voit avant, on le voit pendant, mais on le voit pas forcément après. On n'a pas la reconnaissance de notre travail. Aller dans le service, il y a un patient qui nous dit « Merci docteur, je n'ai pas eu mal, vous avez su me déstresser, etc. » C'est très important. Et ça, on l'a pas, on en est privé. Et je pense que le fait qu'on puisse retourner, avoir la possibilité de retourner dans le service, de faire la visite avec les chirurgiens, etc., ça permettrait aussi de diminuer ce sentiment de non-sens du travail. Richard. Je voudrais continuer dans ce sens-là, parce que là encore, c'est un problème de procédure. L'époque où M. Sedel, qui est derrière moi, ou moi-même travaillions, l'anesthésiste pouvait sortir du bloc opératoire. Vous êtes anesthésiste, vous avez vos 2 salles, vous avez vos 2 infirmières anesthésistes, vous n'avez pas le droit de sortir du bloc opératoire. Alors si vous voulez, on a tous connu ceux qui sont avec les cheveux blancs ici, l'anesthésiste confie à son infirmière anesthésiste, bon écoute, ça va bien, n'hésite pas si tu m'appelles, et à les descendre dans le service. Donc c'est encore un problème de procédure. Bon, ça c'est le commentaire sur ce qui vient. Sinon, je voudrais quand même vous poser une question pour voir comment c'est à Caen, car on parle d'une équipe et collectif. Moi j'ai quand même senti, au sein des équipes d'anesthésie, des conflits dramatiques entre eux. Il n'y a même pas besoin des chirurgiens pour qu'il y ait des conflits, parce qu'il y en a qui ne veulent pas prendre de garde, parce qu'il y en a qui ne veulent pas finir, parce qu'il y en a qui ne veulent pas aller à la consultation. Donc je trouve que vous avez une profession qui est extrêmement difficile. Et donc au sein de cette enquête, je pense qu'il faudrait aussi regarder au sein de l'équipe, non pas uniquement le conflit tel qu'on l'entend ici, parce qu'on est dans l'académie de chirurgie, mais réellement, mais vous savez, comme l'a dit notre président, on accueille maintenant au sein de notre académie les anesthésistes avec grand plaisir. Mais je crois vraiment qu'il y a des conflits intra-anesthésistes dans les grands services d'anesthésie, que je ne vais pas parler de la Pitié-Salpêtrière où il y en a 180, mais même dans des structures plus petites où il y a une quinzaine, une vingtaine d'anesthésistes dans les CHU. Alors on crée au sein des blocs, selon les services, des mini-services d'anesthésie, mais en fait ils se répartissent. Donc je voulais voir comment vous sentez ça, parce que je crois vraiment qu'il y a un conflit intra-anesthésiste. Alors, à partir du moment où il y a de la souffrance au travail, qu'on a l'impression d'être lésé, parce qu'on n'a pas la reconnaissance qui va en face, c'est un peu la même chose, on n'accepte plus les contraintes. Donc du coup, on veut notre vie, ça s'est féminisé aussi, donc on veut notre vie à la maison avec nos enfants, on veut plus trop faire de garde, parce que c'est fatigant, qu'on est fatigué, qu'on a marre de la charge de travail. On n'accepte plus les contraintes de travail qui font qu'il y a quelques générations, vous savez, les médecins avant donnaient leur temps sans compter, ça fait partie de la culture médicale. Et ça a changé, notamment aussi depuis la loi HPST, avec toute cette financiarisation. Toute cette pression de production, nous on a le fait de ne pas avoir de reconnaissance de l'institution mais c'est valable pas pour l'anesthésie, c'est valable pour tout le monde, pour tous en fait, c'est bien, on n'accepte plus les contraintes qui vont faire. C'est un équilibre. Si on avait de la reconnaissance de notre travail, quelque forme qu'elle est, en tout cas celle qui nous convienne personnellement, etc., eh bien on accepterait plus de contraintes. Voilà. Merci. Une dernière intervention ou une question? Non? Écoutez, Sabine, je vous remercie infiniment, non seulement pour votre présentation, mais aussi pour avoir organisé cette séance. Alors on va terminer par une allégorie, si vous voulez, parce que, mais rassurez-vous, vous allez me tendre votre doigt. Non, n'ayez pas peur, je vais pas. Non, tendez-moi votre doigt, voilà. On va se toucher le doigt, voilà. On ne risque rien, mais c'est comme sur le tableau de la chapelle Sixtine. Et je ne dirai pas où est Dieu, où est le message, mais c'est pour vous faire comprendre qu'effectivement, comme on l'a dit, et d'ailleurs on va le prouver une nouvelle fois, les anesthésistes sont les bienvenus à l'Académie nationale de chirurgie. Et la meilleure preuve, c'est que je vous donne rendez-vous pour le mercredi 4 novembre prochain, puisque la séance sera consacrée là aussi à l'anesthésie. Et c'est Hervé Bouaziz, qui est l'actuel président de la Société française d'anesthésie et réanimation, qui co-présidera avec moi. Voilà. Donc vive l'anesthésie et merci à tous les orateurs d'avoir présenté cet aspect conflictuel en dehors de tout conflit. Merci infiniment.